Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le Canada, terre d'accueil. Ce soir, on a commencé à démontrer c'est quoi les valeurs des Canadiens. D'offrir une chance réelle de réussir à des gens qui ont vécu des moments extrêmement difficiles dans les dernières années. C'est vraiment ce qui fait la force de ce pays. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, le 10 décembre 2015, le jour où arrive à Toronto le premier avion de réfugiés syriens à la suite de l'engagement de son gouvernement d'en accueillir 25 000 au pays. Dans cet extrait, Justin Trudeau associe ce geste d'ouverture du Canada aux valeurs qui nous définissent comme nation. C'est vrai qu'on se plaît souvent à se percevoir comme un pays d'accueil ouvert, généreux, mais qu'en est-il dans la réalité? Dans quelle mesure le Canada a-t-il réellement été une terre d'accueil au cours de son histoire? Et dans quelle mesure, surtout, cette terre d'accueil a-t-elle été aussi généreuse et ouverte pour tous les réfugiés? Dans le cadre de notre série d'émissions autour du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, nous vous présentons aujourd'hui notre émission sur le Canada, terre d'accueil. Je ne voudrais pas négliger non plus d'offrir nos souhaits de bienvenue aux postulants de la citoyenneté ici présents, qui deviendront citoyens canadiens dans un instant. La patrie leur tend les bras, après leur avoir d'abord ouvert ses frontières. Nous souhaitons qu'ils se sentent chez eux, chez nous. La ville de Montréal, métropole du Canada, se devait, plus que tout autre centre, peut-être, de bien démontrer l'importance qu'elle accorde au titre de citoyen du Canada, à cause du grand nombre de néo-canadiens qui s'y trouvent déjà et aussi du grand nombre de ceux qui aspirent à obtenir cet avantage. Le maire de Montréal, Camillien Houde, le 8 janvier 1947, lors d'une cérémonie d'assermentation de citoyenneté, ça se passait à l'Hôtel de Ville de Montréal. On va revenir d'ailleurs un peu plus tard sur Camillien Houde au cours de cette émission. Il va passer lui-même 4 ans dans un camp d'internement durant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir osé dénoncer l'inscription nationale de 1940 qui a précédé la conscription durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous accompagner tout au cours de cette émission sur le Canada, sur ce thème du Canada, terre d'accueil, 3 invités à vous présenter. D'abord, Harold Bérubé, avec qui on va parler du célèbre quai 21 d'Halifax. Harold Bérubé, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est plaisir. Marie-Hélène Panisset, cinéaste, co-réalisatrice du film Une nuit sans lune, Boat People, 40 ans après. Marie-Hélène Panisset, bonjour. Bonjour. On va parler bien sûr avec vous de cette histoire, de cette aventure humaine extraordinaire des réfugiés indo-chinois. Et puis, je reçois enfin Greg Robinson, qui est professeur d'histoire à l'UQAM, auteur du livre Un drame de la Deuxième Guerre, un livre sur l'internement des Canado-Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. On va évidemment parler avec vous, Greg Robinson, de ces camps d'internement durant la Première et durant la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Premier tour de table pour un petit peu voir ce qu'évoque pour vous ce grand thème du Canada, terre d'accueil. Je le disais au tout début de l'émission, on se plaît souvent à se penser et se réclamer très ouvert, très généreux comme Canadien. Dans les faits, dans quelle mesure, Harold Bérubé, le Canada a-t-il été une terre d'accueil ouverte, généreuse au cours de son histoire? Écoutez, au risque de contredire le premier ministre Trudeau, si on regarde... Ce ne serait pas la première fois. Non, effectivement, oui. Mais si on regarde l'histoire du Canada depuis 1867, moi, s'il y a une problématique qui ressort, c'est la tension entre les besoins économiques, démographiques du pays, ces besoins qui nourrissent un peu son appétit comme ça d'immigrants et d'immigration, et les résistances qu'oppose à une certaine diversification de la population et le gouvernement et une bonne partie de la société canadienne durant la plus grande partie de son histoire. C'est vraiment, c'est une ligne de force, en quelque sorte, dans l'histoire canadienne. Là, vous contredisez le premier ministre Trudeau. Au fond, c'est dans cette espèce de vision un peu idyllique où ça fait partie de notre ADN, de nos valeurs. Ce que vous nous dites, c'est que dans l'histoire du Canada, notre capacité d'accueil, notre ouverture, elle a été, entre autres économiquement, mais elle a été souvent très intéressée. Oui, absolument. On pourrait dire que le Canada est indéniablement un pays d'immigration, mais c'est une immigration qui a été sélectionnée selon des critères qui ont changé dans le temps, mais qui ont été généralement discriminatoires d'une façon ou d'une autre. On n'accueille pas tout le monde de la même manière. Non. Marie-Hélène Panisset, qu'est-ce que ça évoque, ce grand thème pour vous du Canada, terre d'accueil?
C'est un thème qui fait toujours un peu sourire quand même, parce que il faut pas oublier que nous sommes majoritairement tous des nouveaux arrivants et au départ c'était les Premières Nations qui étaient ici. Et quand on voit un peu comment on les a traités, c'est ça. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Et puis même, moi, je suis un peu à penser que la notion même de frontière est quelque chose qui éventuellement va être appelé à changer. Cette notion de territoire qui nous appartient, peut-être même ça est quelque chose qui est à revoir, en fait. Greg Robinson, ça évoque quoi chez vous, ce thème du Canada terre d'accueil? Je suis curieux de vous entendre, d'autant que vous-même, vous avez décidé un jour d'émigrer chez nous. Oui, je ne néglige pas la dimension de terre d'accueil, comme ça a eu une grosse importance pour moi dans ma vie individuelle, mais je suis pas sans être conscient du fait que le Canada a été pas une terre d'accueil pour bien de gens qui ont voulu venir ou qui sont venus et qui ont quitté par la suite. Oui. Vous, en revanche, ce qui fait que vous êtes ici, c'est ces valeurs, parfois, en tout cas, des valeurs de plus grande ouverture, des valeurs libérales, en fait, plus libérales au Canada qu'ailleurs. Et l'ailleurs, dans votre cas, c'était les États-Unis. En un mot, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais étudiant aux États-Unis et j'avais fait un chum qui était étudiant étranger, qui est venu sur un visa d'étudiant. Il a terminé ses études et son visa est périmé. Après le 11 septembre, personne n'a voulu l'engager pour parrainer et il a donc dû quitter. Je ne pouvais pas le protéger parce que notre couple n'était pas reconnu aux États-Unis. Ouais. Mais bien heureusement, j'ai trouvé le poste à l'UQAM. Je pouvais venir et grâce aux lois canadiennes et québécoises, je pouvais le faire venir en tant que conjoint de fait d'abord et puis on pouvait se marier et on pouvait s'établir ici définitivement. Ouais, donc ça, c'est un cas où il y a eu une différence entre ces deux pays pourtant libéraux, mais où le Canada, avait à ce moment-là, en tout cas, une petite longueur d'avance. Un dernier mot pour terminer ce premier tour de table avant de s'attaquer à notre première séquence qui tournera autour du quai 21 d'Halifax sur l'intégration. C'est une chose d'ouvrir ses portes, c'est une chose d'accueillir les gens, mais le vrai défi, c'est celui de les intégrer. Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont le Canada a su ou pas intégrer les immigrants au cours de son histoire? Harold Bérubé. C'est aussi, si on regarde sur le moyen ou le long terme, c'est clair qu'il y a eu des améliorations gigantesques en termes des mesures, des politiques, des ressources disponibles pour l'intégration. Je pense que le grand défi qui reste, c'est de trouver une manière de concilier les impératifs du Canada et du Québec là-dedans, la question de l'insécurité linguistique, culturelle du Québec, sa conception de la laïcité, parfois différente de celle du Canada anglais. C'est peut-être de trouver une sorte de moyen terme, peut-être entre ces deux. Ça complique les choses. Ça. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons pris le bateau le 1 du mois. Du Liban, du Beyrouth. Du Liban Non, nous sommes venus le 26 décembre d'Alep, de la Syrie. Nous avons quitté la Syrie le 26 décembre. Vous avez quitté la Syrie avant de venir? Oui. Alors, pourquoi vous êtes parti de la Syrie? Pour venir avec le reste de notre famille, définitivement. Nous avons laissé Alep, à Montréal. Je veux dire, vous souhaitez la plus cordiale bienvenue au Canada. J'espère que vous vous sentirez bientôt chez vous et que vous serez heureux de vivre dans notre pays. Extrait du documentaire de Georges Dufault et Jacques Godbout, Pour quelques arpents de neige, réalisé en 1962. On y entendait le message d'accueil qui était diffusé en plusieurs langues, qui était diffusé donc au quai 21 à Halifax, destiné aux nouveaux arrivants au Canada. On commence donc cette émission, première séquence autour de l'importance qu'aura ce fameux quai 21. Pour nous en parler, Harold Bérubé. Quelle importance il aura, le quai 21? Pourquoi c'est important dans une émission comme celle-ci de parler du quai 21, Harold Bérubé? Oui, écoutez, il est important. C'est un terminal maritime, donc dans le port d'Halifax. C'est un terminal maritime dont la principale fonction de 1928-1971, c'est d'accueillir des immigrants donc au Canada. Et donc, jusqu'à un certain point, on peut parler du Ellis Island du Canada, statut de la liberté en moins. Et c'est plus d'1 million d'immigrants donc qui vont entrer au Canada par le quai 21. Donc, c'est une période, ça couvre le deuxième tiers du 20e siècle, mais ça couvre une période de changement important au niveau des politiques du Canada en termes d'immigration
l'immigration, au niveau de la composition aussi de cette immigration-là. Donc, c'est vraiment un site historique qui est pas sans importance. Et dans quel contexte on le crée, ce quai 21? Oui, donc, écoutez, il faut se souvenir qu'avant les années 60, les immigrés au Canada, c'est essentiellement prendre le bateau, à moins de passer par les États-Unis. Donc, c'est une immigration qui se fait par voie maritime. Donc, il y a un certain nombre de portes d'entrée au Canada, Victoria sur la côte ouest. Sur la côte est, c'est surtout Halifax et Québec, donc, qui sont les portes d'entrée. Donc, il faut des installations pour accueillir ces gens-là. Il y a déjà un quai, le quai 2, qui est là depuis la fin du 19e siècle à Halifax. Pour ceux qui connaissent leur histoire de la Première Guerre mondiale, le port d'Halifax est complètement anéanti en 1917 par une explosion d'une collision entre deux navires, dont un transportait des munitions. Ouais. Donc, on va reconstruire le port et on va en profiter pour mettre sur pied donc, des installations dignes de ce nom, ouais. Donc très vastes, pour gérer cette immigration. Parce que le premier quai ne suffit pas non plus. Il faut se souvenir que le début du 20e siècle, c'est une période où il y a énormément d'immigration, c'est l'industrialisation, on a besoin de travailleurs, c'est ça, là. Oui, bien, il faut dire, en termes proportionnels, le début du 20e siècle, le Canada n'a jamais connu depuis une vague d'immigration aussi importante qu'au début du 20e siècle. Donc, c'est énorme, là. Ouais. Ce qui est assez cynique, en revanche, c'est qu'on construit donc ce fameux quai 21 parce qu'il y a tellement d'immigrants qui viennent au Canada. Et tout de suite après, ou à peu près en même temps, en tout cas, le taux d'immigration chute dramatiquement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, écoutez, en 28, on ne peut pas savoir que dans un an, il y aura une crise économique majeure et mondiale. Donc, on effectivement construit ce quai. On s'attend au continue à recevoir des immigrants. Et là, donc, crash d'octobre 29. Et c'est vraiment au début des années 30 qu'on s'aperçoit, évidemment, que la situation économique... mais voyez, encore en 1930, il y a quand même 100 000 personnes qui passent par là. C'est dans les années subséquentes, donc ça va baisser dramatiquement, moins de 20 000 par année jusqu'à la fin des années 30. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on resserre dramatiquement les critères pour l'entrée. On refuse presque systématiquement les gens s'ils ne sont pas commandités, appuyés par une entreprise qui est prête à les embaucher. Il y a ces réfugiés juifs, notamment, qu'on va refouler à la fin des années 30. Le Canada a peur de devenir le refuge des misérables de la terre. Donc, plus beaucoup d'emplois, puis c'est effectivement ce contexte déjà, on marche, on le sent bien, vers la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, les années de guerre sont intéressantes. Oui. Le quai va se transformer complètement pour devenir quoi à Oui, écoutez, le quai a une seconde vie. Donc, le port d'Halifax, comme durant la Première Guerre mondiale, il va être un poste stratégique, si on veut, pour les opérations militaires. Donc, beaucoup de circulation, notamment au quai 21, qui est énorme, il y a de la place pour accueillir des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il y a des troupes qui s'en vont au front. Donc, on estime à peu près 1 demi-million de soldats et de soldates, de militaires canadiens et canadiennes qui vont quitter le quai 21, donc pour les différents fronts. On accueille également des Britanniques. 90 000 pilotes britanniques viennent s'entraîner au Canada, donc loin des chasseurs allemands, pour retourner ensuite en Angleterre. On a un petit nombre, à peu près 2000 enfants britanniques qui sont évacués pour leur bien des villes qui sont touchées par le Blitz. Churchill passe par là. Les réserves d'or de certains pays vont transiter vers le Canada en secret, donc pour les tenir loin des Allemands. Puis à la fin de la guerre, moi je connaissais pas cette réalité-là. Oui. En fait, il y aura les mariés de guerre. Oui, les épouses de guerre. Les épouses de guerre qui reviennent, parce que oui. les soldats reviennent par le quai 21, mais pas tout seuls. Non, ben écoutez, il faut se rappeler que les soldats canadiens qui s'en vont en Grande-Bretagne après la défaite de la France restent en Grande-Bretagne en attendant le jour fatidique du débarquement. Et évidemment, leur vie sociale est probablement pas entièrement inexistante. Donc, ils reviennent, ces soldats-là, avec 48 000 épouses, 22 000 enfants. Donc, c'est considérable. Donc, mais il faut souligner qu'aux yeux du gouvernement canadien, ces gens ne sont pas des immigrants. Et donc, ils arrivent par le quai 21, mais ce ne sont pas des immigrants. Il n'y a pas de citoyenneté canadienne encore. Les Canadiens sont tous des citoyens britanniques. Et ces gens-là sont souvent des Britanniques qui transitent de la mère patrie jusqu'à un de ces dominions. Les années d'après-guerre, c'est vraiment des années très, très fastes. Entre 46 et 52, c'est assez impressionnant. 200 000 réfugiés. Le quai 21 qui devient vraiment la porte principale d'entrée de ces réfugiés. Qui sont tous ces immigrants qui arrivent par le quai 21, entre autres, dans ces années-là, 40-50? C'est une période assez névralgique. Les premières années d'après-guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, elle déplace toutes sortes de populations. Il y a les réfugiés, en fait, les gens qui ont fui le nazisme, notamment les Juifs. Il y a évidemment des réfugiés qui viennent des pays de l'Axe, l'Italie, l'Allemagne, qui fuient des pays qui sont ravagés par la guerre. Il y a également tous ces gens qui fuient l'avancée soviétique. Donc, le rideau de fer s'apprête à tomber sur l'Europe de l'Est. Donc, ces gens-là aussi vont fuir. Donc, c'est des millions de personnes qui sont jetées sur les rues. Et le gouvernement canadien est très réticent à les accueillir. Encore une fois, il a peur de devenir l'endroit où on va déverser tous ces gens. Donc, il y a des résistances très importantes du gouvernement King à l'époque. Il va falloir donc différents incidents, donc différents groupes qui arrivent, qui obtiennent la sympathie du public. Il y a un incident
tournant qui va être assez déterminant autour d'un navire. Le navire c'est s'appelle le Walnut. C'est le Walnut. Écoutez, c'est une histoire un peu abracadabrante. Ce sont des réfugiés, surtout estoniens, 300 quelques, qui vont acheter ce démineur britannique. Ils l'achètent en action. Ils se partagent l'achat du bateau. Ils débarquent au quai 21 et là, ils sont immédiatement tous internés et on veut les rejeter donc du pays, mais ils vont parvenir à avoir, grâce à différents organismes caritatifs notamment, la faveur du public. Donc la presse, l'opinion publique se mêle de la partie et va forcer le gouvernement King à commencer à assouplir. Donc c'est politique. Le gouvernement King était plutôt ouvert aux gens d'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, et le gouvernement et la société canadienne étaient plutôt réticents à les accueillir. Donc c'est très progressivement qu'on va entrouvrir et ouvrir les portes. Mais ça va être un point tournant dans nos politiques d'accueil. Et puis tout de suite après, on en accueillera pas mal d'immigrants d'Europe de l'Est. Évidemment, on pense à... Et c'est un des épisodes probablement les plus importants dans l'histoire de l'immigration au Canada. 56, les réfugiés hongrois. On en accueille des dizaines de milliers. Oui, à peu près 50 000. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, on se dit, OK, venez? Oui, bien écoutez, c'est cette question, comme je disais au départ, donc le Canada, terre d'immigration, on n'accueille pas n'importe qui, ni dans toutes les circonstances. Donc, il y a des besoins économiques, des besoins démographiques, il y a aussi des besoins politiques. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada est bien malgré lui, jusqu'à un certain point, entraîné dans la guerre froide. Il va devoir prendre position à ce niveau-là. Et donc, ces réfugiés hongrois, ce sont des réfugiés, évidemment, donc des gens qui fuient la répression donc, de cette tentative de révolution hongroise pour chasser les Soviétiques. Donc, ces gens-là doivent fuir. Et le Canada marque des points d'une certaine manière donc pour le camp démocratique à ce niveau-là, en ouvrant grandes ses portes donc, à ces réfugiés hongrois. D'ailleurs, le ministre de l'Immigration de l'époque va les assurer que le Canada paye leur déplacement, va les accueillir, etc. Donc c'est intéressant. L'aspect, on a déjà évoqué au tout début l'intérêt économique dans nos choix, mais la dimension idéologique qui va revenir souvent au cours de l'histoire. Comment ça se déroule, l'arrivée au quai 21, très concrètement? Oui, donc au départ, donc, il faut dire que les gens arrivent en navire. Ils sont très nombreux. Donc, dans le quai 21, il y a ce grand hall d'entrée où les gens entrent. Donc, le personnel d'immigration est là pour les trier jusqu'à un certain point. Il y a des installations médicales aussi. On est vigilant pour ce qui est d'épidémie, les fameuses quarantaines et tout ça. Donc, il y a toute une administration qui est là aussi, donc dans des bureaux attenants, donc des officiers d'immigration qui font la sélection et qui ont beaucoup de marge de manœuvre. Le Canada, c'est politique, mais entre les politiques, entre l'opinion publique, entre les gens qui sont sur le terrain, qui choisissent qui entre, qui sort, il y a des dérives, parfois à l'avantage des immigrants, parfois non, dépendamment de la couleur de leur peau notamment. Et donc, une fois que ces gens-là ont été acceptés, en quelque sorte, donc dans le quai 21, il y a des installations ferroviaires qui sont déjà là, qui font partie des installations. Et donc, les gens, une fois acceptés au pays, après une période de temps plus ou moins longue, bon, généralement, ils ne restent pas à Halifax. Leur but, c'était pas la Nouvelle-Écosse, quels que soient les charmes de cette province. Ils veulent généralement aller vers l'ouest, vers les grandes métropoles où se trouvent les opportunités d'emploi. Donc, ils quittent et ensuite en train, et là, vont se répandre à travers le pays selon les réseaux, selon où sont les membres de leur famille étendus, par exemple. Mais vous parliez du tri, il est très, très important. Ça se fait sur place au quai 21. C'est là que ça se passe, c'est là que ça passe ou que ça casse, en fait. On écoute, vous allez voir, c'est très, très évocateur, un extrait d'un reportage, d'une entrevue, en fait, que mène la journaliste Judith Jasmin à l'époque, en 1966. Elle parle de la façon dont ça se passe, ce tri dans ces portes d'entrée, quai 21 ou ailleurs au Canada, avec Léo Vachon du service d'immigration canadien. Quels sont les critères qui rendent un aspirant apte à entrer au Canada? Lorsqu'il s'agit d'un réfugié d'Europe, les critères sont moins sévères, dans le sens que nous acceptons des gens qui n'auraient peut-être pas les qualifications au point de vue de travail. Mais en général, l'aspirant à l'immigration vers le Canada doit être de bonne santé, avoir un bon caractère, dans le sens qu'il doit avoir une bonne conduite dans son propre pays. Et troisièmement, il doit posséder des qualifications ou des aptitudes ou une éducation qui lui permettra de s'intégrer assez facilement dans la vie canadienne. Mais c'est à l'officier de l'immigration que revient le devoir et la charge d'évaluer les aptitudes, les connaissances et l'éducation et l'expérience des sujets et de décider si cette personne, oui ou non, pourrait s'adapter, s'intégrer assez facilement dans la vie canadienne. Ça, c'est assez fascinant, Harold Bérubé, parce que on réalise à quel point ces hommes et femmes de terrain ont un rôle déterminant. On a souvent l'impression, c'est vrai qu'il y a des politiques qui sont définies nationalement par les gouvernements, mais l'officier d'immigration a un rôle absolument déterminant.
Absolument. Il a le dernier mot. C'est clair qu'il travaille à l'intérieur d'un cadre. Et il faut dire qu'à mesure que le 20e siècle avance, sa marge de manœuvre, en fait, discrétionnaire, va quand même se réduire à mesure qu'on améliore ou qu'on complexifie les normes d'entrée. Mais jusqu'à la toute fin des années 60, il faut rappeler comment, et ça revient à ce que disait le premier ministre Trudeau, c'est à la fin des années 60 qu'on va finalement supprimer les dernières références ethniques au niveau des caractéristiques de sélection. Donc, jusqu'à la fin des années 60, et on précise quels sont les groupes ethnoculturels, comme le disait le monsieur, et qui sont aptes ou qui sont plus propices à s'intégrer. Lui, il l'a dit de manière un peu javelisée, mais dans les faits, on sélectionne selon l'origine ethnoculturelle les gens, selon ce qu'on assume être leur plus grande capacité d'intégration. Donc, c'est vraiment à la toute fin des années 60 qu'on va finir par supprimer donc ces caractéristiques et les remplacer par un système de pointage qui, lui, est beaucoup plus conditionné par des impératifs strictement économiques. Il ferme en 71, ce fameux quai 21. Pourquoi? Écoutez, c'est l'avion. Oui, donc, l'avion remplace assez rapidement le navire. Dès les années 60, c'est perceptible. De moins en moins de gens arrivent au quai 21 par navire. Les installations sont quand même utilisées. Donc, beaucoup d'immigration. Les aéroports n'ont pas nécessairement la capacité d'accueillir tous ces gens-là. Donc, on les envoie au quai 21 où il y a des installations pour garder ces gens-là. Donc, on va faire ça pendant quelques années. Et là, en 71, ça ne vaut plus la peine de le faire. Donc, on ferme le quai 21 qui ne sert plus dans cette nouvelle réalité. Ça vous dit quoi, le quai 21, Greg Robinson, Marie-Hélène Panisset, quand on parle du quai 21, qu'est-ce que ça évoque, Marie-Hélène, pour vous? En effet, l'analogie avec Ellis Island, mais moi, je connaissais pas grand-chose de l'histoire du quai 21. Tout ce que je sais, c'est que le Musée canadien de l'immigration y est maintenant. Oui. Je vous soupçonne de voyager beaucoup. Vous regarderez, j'ai fait l'exercice dans le nouveau passeport canadien, en tout cas celui qui comporte assez de pages pour tenir 10 ans. Vous avez une petite vignette sur le quai 21. C'est aussi un indicateur. Greg Robinson? On doit le dire que le quai 21 ouvre au moment où Ellis Island est déjà fermé, où les Américains ont cessé leur grande immigration à partir de 1924. Aussi, c'est une immigration européenne proprement blanche et pas une immigration asiatique ou noire qui provient non seulement aux autres installations d'immigration, mais qui sont fortement limitées par le gouvernement canadien durant ces années. Mm-hmm. Il est devenu quoi aujourd'hui, ce site? Assez rapidement, en fait, on l'utilise pour toutes sortes de choses après 71, et c'est des années 90, donc on se mobilise pour en faire un centre d'interprétation. Ce fameux musée dont on parlait. Oui, exactement. C'est un très beau musée, là, donc il est devenu Musée canadien de l'immigration en 2010. Il était ouvert avant ça comme centre d'interprétation. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. Ils ont un très beau site web, quai21.ca, où il y a beaucoup de documentation. Il y a des témoignages. On a interviewé des gens qui sont passés par le quai 21. Il y a des recherches, des blogs, donc beaucoup de matériel intéressant là, sur la question. La France a perdu une bataille qu'on appelle des fous. Ils doivent céder la moitié du Vietnam au nord pour les communistes, et le Sud, on devient comme démocratique. The Soviet Foreign Minister Molotov made the Viet Minh accept the 17th parallel as the ceasefire line, even though it meant giving up territory to the south. On flottait pendant 12 jours. Le jour et la nuit. On manquait d'eau, de nourriture. La capacité de ce bateau-là était plus de 400-500 personnes. On était 4000. Et le but, c'est de s'en aller vers les eaux internationales. Personnellement, moi, j'étais dans le camp de concentration et j'ai resté là plus de 2 ans et demi. On mange du riz pourri de l'hiver. On nous donne de manger, c'est parce qu'on n'est pas méchant, mais parce qu'on n'a rien, on est pauvre. Extrait de la bande-annonce du film Une nuit sans lune, Boat People, 40 ans après, pour nous raconter cette aventure humaine assez exceptionnelle, hors du commun, complètement des Boat People indo-chinois. Un épisode qui occupe aussi une place importante, il faut le dire, dans l'histoire de l'immigration au Canada. Je reçois la co-réalisatrice du film, Une nuit sans lune, Marie-Hélène Panisset. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressée à ce sujet-là, Marie-Hélène Panisset? En fait, je dois dire que c'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'est Tibi Nguyen qui a donc scénarisé le film et produit avec moi, qui m'est arrivé. En fait, on s'est rencontrés par hasard dans une fête d'amis. C'est une femme qui a environ mon âge. Et elle m'a dit, t'es cinéaste, moi, je veux faire un documentaire sur les en fait, elle a dit les réfugiés indo-chinois, oui. Parce qu'il faut dire que les Boat People ne sont pas non plus que vietnamiens et ne sont pas tous arrivés en bateau. C'est son cas à elle, de fait? Elle est, oui, elle est laotienne. Mais elle est laotienne, voilà. Oui. Et donc, et en fait, à ce moment-là, on était en août 2014. On parlait même pas encore des migrants syriens.
Et quand on a commencé... Mais bon, même si je connaissais pas grand-chose, moi, de l'histoire de ces réfugiés Boat People, là, je pressentais quand même qu'il y avait un sujet là et j'ai accepté de le faire avec grand plaisir. Et quand on a finalement commencé à tourner l'année suivante, en août 2015, là, la crise des migrants battait son plein. On revivait un petit peu... c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à tourner et tout de suite, nous, on voyait... Moi, je voyais qu'il y avait un lien à faire. C'est-à-dire que comme on allait présenter, somme toute, une histoire d'intégration positive, il y avait certainement le désir de se projeter 40 ans plus tard, quand les Syriens qu'on allait finir par accepter ici, ce serait justement intégrés. Mais des parallèles frappants, le même désespoir qui pousse des gens indo-chinois à l'époque, syriens plus près de nous, à traverser dans des conditions absolument horribles au risque de leur vie. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire la notion de réfugiés même. C'est la notion au Canada de réfugiés date de 76, je pense. Et oui, c'était des conditions vraiment épouvantables. Donc, les Boat People sont pas arrivés en bateau ici, mais ils sont partis en bateau massivement dès le 30 avril 1975, quand le gouvernement... En fait, qui marque la fin de la guerre du Vietnam, quand le gouvernement du Nord a pris le dessus sur le gouvernement du Sud. En fait, il y a deux vagues, celle de 75, la fin de la guerre du Vietnam, et une deuxième vague quelques années plus tard. En fait, en 79-80, c'est la deuxième vague où là, au Canada, on a décidé de les accepter massivement. Justement, c'est Trudeau père, en fait, qui a eu... il y avait un bateau qui avait 500 personnes et qui a décidé de les accueillir. Et c'est suite à ça, Joe Clark, qui lui a augmenté ça à 50 000. Et ensuite, on est arrivé jusqu'à 125 000. Parce qu'en fait, ces réfugiés fuient donc différents pays d'Indochine, le contexte de guerre, une réalité horrible, et se retrouvent dans des camps, traversent, non? C'est ça. En fait, c'est qu'ils partent en bateau. En fait, juste avant le 30 avril, dans le mois qui a précédé, beaucoup sont partis en avion, en hélicoptère. Tous les militaires, tous les gens du gouvernement avaient fui parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. Il y a même des bébés qui ont été envoyés dans Opération Baby Lift, qui ont été... c'est quelque chose qui est assez controversé d'ailleurs. Et le 30 avril, tous les bateaux, les quelques vieux navires qui restaient dans le port ont été pris d'assaut par les gens et les moteurs fonctionnaient pas. Nous, on a interviewé quelqu'un qui a navigué, qui était donc de la marine, puis qui n'a pas réussi à partir parce que sa belle-mère voulait pas qu'il parte. Et finalement, ils ont réussi à partir. Et c'est lui qui a navigué le bateau. Il disait que les moteurs fonctionnaient pas. Pour tourner à droite, il fallait faire 360 degrés à chaque fois. Et ils ont réussi comme ça à s'enfuir. Ils étaient 500 personnes sur le bateau au départ, puis à la fin, ils étaient 3000 parce qu'ils ramassaient des gens. C'était un destroyer américain. Du voyage, c'est fou. Ça. Et ça, donc ça, c'est la première vague où les gens sont partis sur des gros navires. Il y a cet autre navire, le Chongsun, qui lui s'est un peu abîmé en mer. Et là, c'est un cargo danois, le Claramers, qui est arrivé. Et là, tout le monde s'est précipité. Les gens se précipitaient, se piétinaient. Les enfants, il y a une des personnes qui témoignent dans le documentaire, qui dit, ils étaient 8 enfants, ils étaient 15 personnes en tout, ils se sont tous séparés parce qu'ils ne pouvaient pas voyager ensemble. Ils se sont retrouvés par miracle, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont été perdus, il y a des gens qui sont morts. Et ça continue au fur et à mesure, parce qu'il y a des camps aussi que les gens fuient, et des plus petites embarcations, il y a des voyages qui vont continuer de s'organiser. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rumeurs de camps de rééducation. C'est pas encore en place, mais on sait que ça s'en vient. Donc, il y a des gens qui décident de rester, mais la plupart des gens qui ont un petit peu de moyens réussissent à s'acheter un passage et donc fuient massivement. Mais ça, c'est la première vague. Après ça, les gens, une fois que le communisme a été instauré, les gens continuent à vouloir partir de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui ont interviewé, ils ont essayé 13 fois. Puis c'est à coup de lingots d'or qu'il faut donner. Ils se retrouvent donc dans des camps. Ils se retrouvent dans des camps, justement en Malaisie, en Indonésie. Le premier camp a été ouvert en fait à Hong Kong. J'ai parlé du bateau Chongsun, qui lui, ils sont débarqués à Hong Kong. Et les Chinois voulaient pas les accueillir parce que les camps de réfugiés n'existaient pas à cette époque-là. On n'avait jamais assisté à un mouvement de population aussi grand. Et c'est la reine Elisabeth II qui était de passage à Hong Kong pour une visite officielle qui a dit, on peut pas les laisser là, ouvrez des camps. Et c'est le premier camp à Dodwell qui a été ouvert, mais c'était
c'était presque une prison, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas aller et sortir, ils étaient derrière des barbelés, ils vivaient dans des conditions épouvantables, très mal nourris. Et on va revenir sur à la fois l'enfer que quittent ces réfugiés et la façon, ce que ça veut dire, ce périple en mer, entre autres. On y revient dans un instant, mais pour comprendre justement, pour se replonger dans le contexte de l'époque, cet enfer qu'ils fuient et de quelle façon se fera le voyage, je vous propose d'écouter un reportage de René Mayotte à l'émission Télémag, donc à l'époque diffusée en décembre 1978. Après 1975, je suis empoisonné par les Vietcong dans 5 camps de rééducation. Je passe 31 mois dans différents camps de rééducation au Vietnam. Vous avez passé 31 mois dans des camps? 31 mois dans les camps de rééducation, avec d'autres officiers. Je me suis libéré en janvier 1978 et en avril, je me suis évadé ici. Un tout petit bateau aussi? C'est un tout petit bateau de 12 mètres de long. Vous étiez combien sur ce bateau? 51, dont 26 enfants. Comment êtes-vous arrivé ici, vous, par un tout petit bateau? Ah oui, j'avais fait des préparatifs dans 3 mois pour avoir suffisamment de temps pour avoir liquidé nos biens, pour acheter, avoir de l'or pour acheter un tout petit bateau. Et chercher des compagnons de voyage. Est-ce qu'il y en a beaucoup de vos compatriotes qui veulent quitter le Vietnam? Si, il y a beaucoup de mes compatriotes. Ça se chiffre dans les milliers, dans les millions ou quoi? Il y a des milliers et des milliers, monsieur. Ça nous donne une petite idée, Marie-Hélène Panisset, des conditions dans lesquelles se font le voyage. Vous en parlez dans votre film, mais racontez-nous un peu surpeuplement. Ça, vous en avez déjà glissé un mot sur certains bateaux. Sur les très gros bateaux, mais après ça, justement, les gens qui sont restés, qui n'ont pas pu partir le 30 avril sur ces grands bateaux parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, par après, ils prennent tous les moyens pour sortir. Et puis, ça peut être des petits bateaux de pêche où ils s'entassent à 50 personnes. Il y a des trous dans le bateau, il y a des requins, le soleil, c'est sûr, pas de nourriture, pas de cabinet d'aisance. Des bébés, tout le monde entassé. Il y en a qui racontent qu'il n'y avait même pas d'espace pour se coucher, en fait. Kim Thuy, qu'on a pu interviewer, raconte qu'elle, elle avait porté un bracelet dans lequel étaient cachés 15 diamants. Ouais. Et je me souviens de lui avoir demandé, mais te souviens-tu d'avoir joué avec le bracelet? Parce que quand on porte pendant 4 jours, puis elle me dit, je me souviens de rien. Elle se souvient même plus. C'était presque une expérience, un out-of-body experience d'une certaine manière, parce que c'est vraiment très, très fort. Et qu'est-ce qu'il fuit pour être à ce point désespéré et vouloir partir? Il fuit la misère. En fait, et puis le pays, on s'entend que c'est pas du jour au lendemain que le pays, le 30 avril, est devenu en proie à la pauvreté. Ça faisait des années et des années qu'il y avait de la guerre. Avant ça, c'était la colonisation. Donc, ils fuient vraiment un régime totalitaire. Quand ils partent comme ça pour s'embarquer sur des petits bateaux, ils se font tirer dessus. Vous parliez de Joe Clark il y a quelques minutes. On va l'écouter justement. Il décide, lui, comme premier ministre en 79, donc d'accueillir vraiment 50 000, c'est le nombre, puis ce sera beaucoup plus au final. On l'écoute donc dans un reportage réalisé par Étienne Leblanc, diffusé à l'émission Sans frontières. Plus tard, il revoit ça avec le recul en juillet 2004. Joe Clark. Dans le cas ici des réfugiés au South China Sea, c'était bien clair que pour eux, c'était une réponse internationale ou la mort. On doit être plus qu'un spectateur dans les circonstances comme ça. Si vous êtes un gouvernement, si vous êtes un pays voué aux droits de la personne, au respect pour la dignité de la vie, on doit agir. Ma famille était à Stornoway, la résidence du chef de l'opposition officielle, et Catherine, notre fille, a commencé de jouer le piano et c'était nécessaire pour nous de réparer le piano. Et il y a eu quelqu'un spécialiste dans ce domaine qui était vietnamien d'origine qui a fait la réparation. Il a refusé absolument d'accepter un paiement parce qu'il avait dit que c'était grâce à nous qu'il était ici capable de poursuivre sa profession. Et je rencontre dans les rues, des fois, des personnes, souvent les parents, qui ont parlé de leur expérience avec leurs enfants, qui veulent introduire leurs enfants à un politicien qui était impliqué dans les politiques qui ont changé leur vie.
Et ça, vous l'avez vu, Marie-Hélène Panissant, en travaillant sur votre film, ce lien, cette reconnaissance des réfugiés indo-chinois à l'endroit du Canada. Ce que raconte Joe Clark, vous avez vu ça tout le temps. Ben, tout à fait. Puis en fait, c'était une initiative politique, mais c'était aussi une initiative de la population canadienne. D'ailleurs, la population canadienne a gagné la médaille Nansen pour l'accueil qu'on a offert aux réfugiés indo-chinois. Donc oui, ils le disent, ils sont très reconnaissants. C'est vraiment ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que comme il y avait c'était du parrainage privé d'abord, et ensuite le gouvernement a offert de matcher ce que les gens au privé donnaient. Donc, ça veut dire qu'il y avait autant des gens qui donnaient de l'argent, mais il y avait aussi des gens qui donnaient de leur temps pour accueillir, pour donner des vêtements, parce qu'ils arrivaient des fois en pyjama ou en camisole en plein hiver. Il fallait leur montrer tout au niveau, je veux dire, au niveau de... Et ça a été, on parlait de 56 des réfugiés hongrois il y a quelques minutes. C'est deux des grandes opérations d'accueil du Canada, la Hongrie en 56, Greg Robinson, et le Vietnam et l'Indochine dans les années 70-80. Il y a un point de ressemblance là. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça dans le cas des réfugiés indochinois? Mais dans le cas des réfugiés indochinois, il y a de la dimension politique, évidemment, anticommuniste, mais aussi comme pour les Hongrois en 56. Oui, mais aussi il y a la dimension de la culpabilité, la responsabilité pour la guerre de Vietnam de la part des Américains, soutenue souvent par les Canadiens. Le Canada faisait partie de système de contrôle au Vietnam et la nécessité de réparer les torts faits au Vietnam dans ce sens. Aussi la dimension spirituelle de l'aide pour les réfugiés. Oui. Vous disiez un peu plus tôt que Quai-21, c'était au fond une porte d'entrée pour les Européens. Est-ce que les réfugiés indochinois, c'est le basculement, le début de l'ouverture à l'Asie, ou si ça a déjà commencé? Mais il y avait déjà une certaine immigration de l'Asie après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, par exemple, on ouvre les portes aux Chinois pour la première fois depuis les années 20. Et il y aura une immigration plus forte du Japon, mais c'est sûr que c'est une immigration plus massive qu'avant en provenance de l'Asie. Oui. Harold Bérubé, un mot sur l'intégration. J'en parlais au tout début de l'émission. C'est important. Une fois qu'ils sont ici, il faut les intégrer. Qu'est-ce que ça nous dit, le cas des réfugiés indochinois, sur la façon dont on peut accueillir ces immigrants? Du point de vue de l'histoire québécoise, ce qui est fascinant avec le cas de ces immigrés, c'est qu'ils arrivent dans un contexte bien particulier. Donc, le Parti québécois est au pouvoir. Jacques Couture est ministre de l'Immigration. Les accords Colin-Couture ont été signés avec le gouvernement fédéral qui donne au Québec, pour la première fois, véritablement son mot à dire dans la sélection des immigrants, dans les politiques d'intégration. Donc, ils arrivent au moment où le Québec a la chance de développer sa propre expertise à ce niveau-là. Et pour moi, dans la figure de Couture, il y a quelque chose de fascinant. Il englobe un peu la vitesse à laquelle la société québécoise s'est transformée à l'époque. C'est un ministre péquiste, mais qui est un jésuite. Et c'est un jésuite qui déploie un langage chrétien d'ouverture à l'autre, de charité à l'autre, pour justifier l'immigration, alors qu'on était dans un discours plus économiste ou lié à la guerre froide. Lui, c'est la charité pour son prochain. Et donc, c'est un ministre qui tient ce langage-là et qui va mener les politiques québécoises face à cette communauté migrante qui arrive. Marie-Hélène Panisset, le Vietnam, le gouvernement vietnamien, il en est où aujourd'hui par rapport à cet épisode-là? Bien, c'est sûr que le Vietnam est encore un des 4 régimes communistes. En fait, ils se disent socialistes, ouverts économiquement maintenant. Au niveau de la question des droits de l'homme et tout ça, c'est plus délicat. Et donc, ceux qui ont fui sont considérés un peu comme des déserteurs. Donc, c'est assez... On pourrait, par exemple, difficilement imaginer aller présenter le film qu'on a fait qui donne la parole aux réfugiés qui sont partis et qui sont donc forcément anticommunistes pour la plupart. Ça, c'est sûr que c'est moins c'est moins bien vu. Par contre, le gouvernement est très ouvert à ce qu'il y ait des capitaux étrangers qui soient injectés, même des retrouvailles qui soient organisées. Et donc, parmi les jeunes, il y a beaucoup qui veulent retourner. Au nom du gouvernement et du peuple canadien, j'offre à nos concitoyens d'origine italienne nos excuses complètes et entières pour les torts commis envers les leurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous appelez Nadeau. Si votre nom avait été N-A-D-O, vous étiez arrêté. Parce qu'on était d'origine italienne. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez... Moi, j'avais 28 ans. Alors, nous étions devenus automatiquement des criminels de guerre.
Comme tous les Italiens alors arrêtés, M. Capoblanco a été conduit puis enfermé au camp de Petawawa, en Ontario. Là-bas, dit-il, les Italiens étaient traités comme de vrais ennemis de l'État. Nous étions habillés avec une devise, puis un cercle rouge dans le dos, encore que vous sauviez, vous pouviez être tiré dessus. Extrait d'un reportage de Pascal Nadeau le 5 novembre 1990, le jour où le premier ministre Brian Mulroney, vous l'entendiez au début de cet extrait, s'est excusé au nom du gouvernement et de tous les Canadiens pour le traitement infligé à la communauté italo-canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale. On termine cette émission donc avec ce sombre épisode de notre histoire. Il y a eu durant la Première et durant la Deuxième Guerre mondiale, des camps d'internement au Canada. Pourquoi, Greg Robinson, le gouvernement canadien décide de l'existence de ces camps 2 fois, pendant la Première et pendant la Deuxième Guerre mondiale? Mais il y a les différentes raisons des différentes populations, mais notamment c'est la peur, l'hystérie de guerre, la revanche envers les populations ennemies, les soupçons des gens qui n'étaient pas comme nous et qui appartenaient à l'ennemi selon la vision des gens à l'époque, et notamment le désir de sécurité. Oui. Donc, c'est un peu caricatural ce que le monsieur disait dans le reportage de Pascal Nadeau, mais c'est vrai. Votre nom, c'est NADO, consonance italienne, l'Italie fait partie du camp ennemi, vous êtes automatiquement suspect. C'est ça la logique. Oui, c'est le racial profiling, le profilage racial ou ethnoculturel dans ce sens. Est-ce qu'il y en aura beaucoup de ces camps durant les 2 guerres, de ces camps d'internement? Puis où est-ce qu'ils vont se retrouver, ces camps-là? Mais les camps pour les Italiens sont notamment à Petawawa, en Ontario, et il y a, durant la Première Guerre mondiale, les camps pour les soi-disant Ukrainiens, qui sont des gens de l'Empire autrichien-hongroise, qui sont dans l'ouest du Canada. Et notamment, le plus important, de loin, c'est les Canadiens japonais qui ont été internés en masse en Colombie-Britannique dans la vallée du Slocan. Mais des dizaines de camps, c'est de ça dont on parle. C'est pas 1 ou 2 camps, il y a des dizaines de camps à chacune des 2 guerres. Oui, mais c'est d'une façon démesurée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Pas pour des raisons morales, mais c'est la grandeur de la population. Alors, qui se retrouve là? Vous avez dit des gens qui sont associés bêtement aux nationalités contre qui on fait la guerre, mais de là à interner quelqu'un... Sous quel motif, en fait, on les arrête et on les interne? Mais on peut faire une distinction entre les individus qui sont internés pour des raisons politiques sur la base d'un danger à la patrie et les populations totales qui sont internées pour les raisons qu'ils sont soupçonnés d'être affiliés à l'ennemi. Et puis il y a aussi, j'y pense, mais il y a une autre catégorie qui se retrouve dans ces camps qui sont purement et carrément des prisonniers de guerre, là. Des gens qui ont été faits prisonniers en Europe et qui sont envoyés ici. Oui, effectivement, il y a des prisonniers de guerre allemands, par exemple, ici à Montréal, dans les îles et ailleurs au Canada. Et aussi, il y a des réfugiés, c'est-à-dire des gens d'origine allemande en Grande-Bretagne qui sont envoyés vers le Canada, notamment des Juifs. Ça se fait partout, ça aussi. Dans tous les pays alliés, par exemple, parlons de la Deuxième Guerre mondiale, ont des camps d'internement. Aux États-Unis, est-ce que ça existe aussi? Oui, il y a mais encore, on fait une distinction entre les camps pour la population japonaise qui a englobé toute la population japonaise de la côte ouest et les camps pour les individus qui sont soupçonnés. Par exemple, la population italienne, américaine n'est pas touchée par la guerre dans ce sens d'internement. Ah bon? D'accord. Et les Japonais, puis on va y revenir, mais eux, c'est vraiment ceux qui seront... c'est systémique, là, à peu près. Vous êtes Japonais, vous allez vous retrouver dans un camp. C'est à peu près ça, la réalité. Tout à fait. Ouais. Alors que pour d'autres ressortissants allemands, austro-hongrois à l'époque, il y a un peu de marge. Vous n'êtes pas automatiquement... En plus, c'est pas une question de citoyens. Dans le cas des Japonais, c'est des citoyens canadiens en majorité. Dans d'autres cas, c'est des nouveaux arrivés. Ouais. Ça ne justifie pas l'internement aléatoire, mais c'est une autre question. On entendait qu'Amilien Hood, qui deviendra maire de Montréal, il y en aura quelques personnalités qui vont se retrouver dans des camps d'internement. Comment diable un homme comme celui-là peut se retrouver 4 ans dans un camp? Il représentait les forces canadiennes-françaises qui étaient opposé à la conscription et opposé à l'effort de guerre allié. C'était un puissant opposant qui a levé la voix contre la conscription et l'implication des Québécois après les luttes sur la conscription pendant la Première Guerre mondiale. On devait à tout prix éviter toute chicane sur la conscription durant la Seconde Guerre mondiale, j'imagine. Ennemi du peuple.
C'est fou, avec le recul, quand on pense à ça. Harold Béruzet. Il faut dire qu'il est maire de Montréal, donc en théorie, il dispose d'une tribune très importante. Puis on a très peur de répéter la crise de la conscription de la Première Guerre mondiale, donc on agit de manière préemptive là, contre ce genre de personnalité. Ouais. À quoi ressemble la vie de ces gens-là, ces gens qui se retrouvent dans les camps? Mais encore, il y a des fortes différences dépendant d'où et qui. Dans le cas des Canadiens japonais, ils sont envoyés dans des installations des anciens villages miniers de la vallée de Slocan. Ils sont mis dans des cabanes qui étaient longtemps abandonnées, qui étaient rapidement refaites par le gouvernement canadien pour héberger des familles, une chambre par famille. Et sinon, il y avait un camp qui était construit rapidement. Pour les autres, c'était plus comme des prisonniers de guerre qui étaient dans les camps où ils étaient entourés par des fils barbelés. Ils étaient militarisés dans leur camp. Ils font quoi? On les fait. Je sais que dans certains cas, on les met au travail, mais comment ça se passe? Mais pour certains, il y a la possibilité de faire des routes. Il y a des gens qui sont envoyés construire des routes. Il y a d'autres qui sont affectés à cultiver les betteraves de sucre. Mais dans les installations, ils doivent trouver, comme ils peuvent, du travail à faire. Il n'y a pas de travail offert à tous par le gouvernement. Ils sont faits au chip. Aucun moyen de contestation, de défense, vous êtes complètement démunis, rien à dire, vous allez dans le camp quand on vous demande d'aller, quand on vous ordonne d'aller dans le camp? Oui, dans le cas des Canadiens japonais, ils étaient faits par l'arrêt du gouvernement et donc ils étaient tous envoyés dans les camps. Ils pouvaient choisir s'ils voulaient aller dans les betteraves de sucre ou ils étaient carrément mis dans les installations. Mais oui, et en plus, le gouvernement les obligeait à payer leur propre internement et finalement, le custodian of enemy property, le gardien des biens étrangers, avait dépourvu les Canadiens japonais de leurs biens pour les revendre à des prix dérisoires, pour les faire payer leur propre internement. C'est vraiment ce cas des Canado-Japonais, c'est lui qui est le plus horrible. Effectivement, ils seront dépossédés de leurs biens. On va le voir dans un instant, mais pour ce qui est de la Colombie-Britannique, c'est du racisme pur et dur. On écoute un extrait d'entrevue qu'accorde Yvette Pépin, sœur Yvette Pépin, qui parle du camp justement de Slocan en Colombie-Britannique que vous évoquiez il y a quelques minutes, Greg Robinson. Elle y est allée, elle a été envoyée dans ce camp durant la Deuxième Guerre mondiale. Extrait d'un reportage diffusé en 1995. Slocan, c'est une vieille ville minière. C'était pour le charbon. C'est entouré de montagnes. Et puis, entouré de telle façon que c'est tout petit, on s'en renfermé. Moi, je trouve que c'est bien dommage qu'ils les aient dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Parce qu'après tout, la plupart, la majorité, étaient certainement fidèles au Canada. Et puis, ils avaient travaillé de leur mieux, étudié de leur mieux pour faire quelque chose d'eux autres. Et puis, tout se faire enlever ça, là, ils nous disent de ne pas juger, mais on n'aime pas bien ça, penser qu'on a fait ça. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Greg Robinson, mais concrètement, parce que c'est vraiment cette catégorie de population qui goûtera le plus, passez-moi l'expression. Ça veut dire quoi, très concrètement, être japonais au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale? Ça voulait dire être associé à l'ennemi. Mais le reste des Canadiens connaissaient très peu la Colombie-Britannique, connaissaient très peu la population japonaise. Ils ont pris pour donc acquis que le gouvernement savait ce qu'il faisait en internant ces gens. Ils devaient forcément présenter un danger. Mais lorsque les gens vont venir à l'est du pays, parce que le gouvernement canadien finalement donne aux gens dans les camps le choix, entre guillemets, d'être déportés au Japon ou s'ils refusent de bouger des camps ou de se déplacer à leur propre force à l'est. Donc, il y a des gens qui vont en Ontario et des gens qui vont en Manitoba, mais aussi des gens qui viennent à Montréal, notamment poussés par les religieux et les religieuses qui avaient été les instituteurs, institutrices à l'école et la communauté catholique qui a accueilli les catholiques canadiens, japonais et des autres. Mais en Colombie-Britannique, assez clairement, la guerre devient
j'ai envie de dire presque un prétexte. Il y a vraiment une offensive qui est raciste contre les Japonais à ce moment-là. Mais ça ne naît pas avec la Pearl Harbor et la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des forces en Colombie-Britannique racistes depuis le début du siècle qui avaient refusé le suffrage même aux citoyens d'origine japonaise qui avaient fait la discrimination dans l'emploi, qui avaient obligé le gouvernement à dépourvoir les Japonais du droit de service militaire au moment de la conscription. Et une fois la guerre arrivée, ils ont vu leur chance. Ils ont exploité cette occasion de chasser les maudits Japonais qui étaient leurs concurrents pour le travail. Et non seulement on les chasse, on les interne, on vend leurs biens, on les dépossède de leurs biens. Oui, et grâce aux Colombie-Britanniques et les gens, le gouvernement a refusé aux Japonais le droit de retourner à la côte pacifique jusqu'en 1949. Donc, 4 ans après la guerre où il n'y avait aucun prétexte, aucune possibilité d'un danger militaire, un quelconque danger militaire. Donc, ça témoigne de la force politique des Blancs de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qu'on a fait de ça, collectivement, de cette page un peu honteuse? Harold Bérubé, dans notre histoire, dans l'histoire qu'on enseigne, c'est vrai qu'on la connaît peu, cette histoire, non? Les historiens la connaissent assez bien. Ouais. Dans la population générale, c'est peut-être effectivement un peu moins connu. Mais ce qui est frappant, justement, c'est ça, c'est le degré de racisme. Comme le disait Greg, ça n'a rien à voir avec Pearl Harbor. Ce racisme-là, il est là. En fait, si je me souviens bien, même d'ailleurs, les services de sécurité vont dire au gouvernement canadien qu'il ne voit aucun problème, aucun danger dans la communauté japonaise. Et c'est le gouvernement britanno-colombien qui insiste pour que ces gens-là soient internés. C'est ça, la vente des biens et tout ça, ça ajoute une touche d'audio. Je doute qu'on aurait osé faire ça à des prisonniers allemands ou des gens internés de la communauté italienne. Il y avait vraiment, c'était le fait qu'ils étaient d'origine asiatique. Là. On entendait au début de ce segment le premier ministre Mulroney s'excuser au nom des Canadiens pour les torts qu'ont subis les Italo-Canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a fait, Greg Robinson, pour ses concitoyens d'origine japonaise? Est-ce qu'il y a eu une forme ou l'autre de réparation, d'excuses? Mais il y a eu une politique du gouvernement qui était formé en 1988, des excuses officielles et un paiement de réparation. C'était 6 semaines après que le gouvernement américain avait offert des réparations de $20,000 pour tous les survivants, qui étaient bien sûr pas la majorité, il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais les survivants ont reçu $20,000. Les Canadiens se sont obligés de faire une surenchère, avaient offert $21,000. Wow, rajouter presque l'insulte à l'injure, hein? C'est un peu ça qu'on reçoit. Dernier tour de table, évidemment, ça passe rapidement, une émission d'1 heure sur un thème aussi vaste. De quoi aurions-nous aussi pu parler dans cette émission autour de ce thème du Canada, terre d'accueil? Harold Bérubé. Oui, écoutez, je suis un historien de la ville, je suis un historien urbain. Quant à moi, on aurait pu parler aussi longuement de ces quartiers, les quartiers d'immigration, les quartiers dits ethniques des grandes villes canadiennes, à quel point ils sont à certains moments des lieux de ségrégation quand même, dans certains cas, mais aussi de formidables tremplins, des lieux où se développent les sociabilités, des associations culturelles, des lieux desquels on sort éventuellement pour essaimer, laisser de la place à d'autres populations. On peut penser à la petite Italie, par exemple, à Montréal, où il n'y a plus beaucoup d'Italiens, qui est devenu Parc Extension aussi, qui est un bel exemple de ça. Il y a peut-être une série d'émissions qui vous attend, vous. Marie-Hélène Panisset. Du côté maternel, moi, j'ai des origines irlandaises qui datent de la crise de la patate. Alors, on aurait pu parler de ça. Je pense qu'il y a une grosse immigration qui, elle, était beaucoup, on dit que des Irlandais, en fait, moi, c'est comme ça qu'on me l'a raconté, qui ont commencé à parler français puisqu'ils étaient catholiques. Alors, ils sont allés dans les écoles françaises catholiques. Et de l'autre côté, moi, j'ai aussi des origines françaises, donc, et en même temps, avec un nom de famille à consonance légèrement italienne, qui fait en sorte que quand mon père était jeune, il se faisait traiter de maudit italien. Alors, Greg Robinson. On aurait pu parler de bien de choses, mais notamment l'histoire des Noirs canadiens et l'immigration et la mythologie de la Underground Railroad et l'accueil offert par le Canada aux esclaves évadés des États-Unis. Je vous remercie tous les trois très chaleureusement. Greg Robinson, professeur d'histoire à l'UQAM, Marie-Hélène Panisset, co-réalisatrice en 2016 du film Une nuit sans lune, Boat People 40 ans après, et Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.